Histoire 1. La famille fantôme. J'aimerais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je m'appelle Pierre et je suis de Lyon. J'habite dans un appartement qui fait partie d'une résidence divisée en 3 bâtiments, A, B et C. Un jour, alors que j'étais dans mon salon, face à la porte d'entrée, j'ai entendu des voix et du mouvement à l'extérieur. Je suis sorti pour voir ce qui se passait et j'ai remarqué qu'une famille emménageait dans l'appartement juste au-dessus du mien. J'ai décidé de donner un coup de main pour le déménagement, vous savez, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux voisins. En arrivant, je les ai tous salués, leur ai demandé d'où ils venaient et les ai accueillis chaleureusement dans l'immeuble. Pendant le déménagement, j'ai remarqué qu'ils avaient 2 filles, une adolescente d'environ 15 ans et une plus jeune, qui semblait avoir environ 10 ans. Cependant, cette plus jeune fille a attiré mon attention. Elle paraissait très triste et avait quelques hématomes sur le corps. J'étais inquiet, mais comme je ne les connaissais pas, j'ai préféré ne rien commenter. Qui sait, cela aurait pu être une allergie. Cela s'est passé vers 8 heures du matin un samedi. Après avoir aidé au déménagement, j'ai pris congé et je suis retourné à mon appartement. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à entendre des pas lourds à l'étage, comme si quelqu'un courait. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ensuite, les cris ont commencé. Au début, j'étais juste effrayé. Ce n'étaient pas des cris ordinaires, mais quelque chose qui rappelait un film d'horreur. J'ai décidé d'appeler ma mère pour lui raconter. Elle m'a conseillé de rester tranquille dans mon appartement et de ne pas m'en mêler. Pour ne rien arranger, elle m'a prévenu qu'elle ne pourrait pas dormir à la maison cette nuit-là, me laissant seul. J'ai obéi à ma mère et je suis resté dans mon coin, mais la nuit, les cris sont revenus, plus intenses. On aurait dit que 3 personnes hurlaient là-haut. Je suis resté paralysé, me demandant quoi faire. J'ai décidé de monter quelques marches pour mieux entendre. Là-haut, il semblait que quelqu'un suppliait de ne pas être blessé. Je suis redescendu en courant, je suis entré dans mon appartement et j'ai rappelé ma mère. Elle a insisté pour que je reste enfermé. Cette nuit a semblé une éternité. Le lendemain, je me suis réveillé avec ma mère, ouvrant la porte de ma chambre. Elle m'a dit que mon beau-père était monté vérifier l'appartement du dessus, mais à son retour, il a dit qu'il n'y avait personne. Juste une pancarte sur la porte indiquant que l'appartement était à louer. Il n'y avait pas de meubles, rien. Je n'y ai pas cru. J'ai couru à l'étage pour vérifier de mes propres yeux. En arrivant, il n'y avait rien, aucun signe que quelqu'un y ait jamais vécu. Je suis retourné voir ma mère, insistant sur le fait que c'était vrai. J'ai aidé ces gens à emménager, j'ai entendu les cris. Depuis cette nuit, de temps en temps, j'entends encore des cris venant de là-haut, y compris des appels au secours. Mais maintenant, je ferme simplement les yeux et je fais comme si de rien n'était. Aurais-je aidé au déménagement d'une famille fantôme? Histoire 2. La poupée de chiffon maudite. Je n'avais que 6 ans quand c'est arrivé, mais le souvenir est aussi vif dans mon esprit que si c'était hier. Ma voisine et amie Isabelle, qui avait 5 ans à l'époque, a reçu en cadeau une poupée de chiffon d'une autre voisine. Je me souviens parfaitement de cette poupée. Dès qu'Isabelle l'a eue, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Elle est tombée malade et où qu'elle aille, elle emportait la poupée avec elle. Le comportement d'Isabelle a également changé. Elle est devenue agressive et ne permettait en aucun cas à sa mère de lui prendre la poupée. Mais le plus troublant, c'était les cauchemars. Isabelle a commencé à faire des rêves terribles, toujours avec la poupée. Sa mère, inquiète, a fait une nuit un rêve effrayant. La poupée tuait sa fille. Ce cauchemar fut la goutte d'eau. Elle a décidé qu'elle devait se débarrasser de la poupée une bonne fois pour toutes. Elle a donc attendu qu'Isabelle s'endorme et, avec précaution, a retiré la poupée de ses bras. Déterminée, elle est allée dans le jardin pour la brûler. J'étais là, observant tout. La mère d'Isabelle a imbibé la poupée d'alcool et a essayé d'allumer le feu. Mais à notre grande surprise, la poupée ne brûlait tout simplement pas. Le feu léchait l'alcool, mais la poupée restait intacte. Désespérés, nous avons décidé de prier. Nous avons fait une prière fervente. Ensuite, nous avons versé plus d'alcool et, cette fois, quand nous avons allumé le feu, la poupée a finalement commencé à brûler. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que même en brûlant,
Les yeux en acrylique de la poupée semblaient brûler de l'intérieur. À ce moment-là, le frère de la voisine qui avait donné la poupée s'est réveillé avec un cri terrifiant. Le son était si fort et si désespéré que je me souviens encore aujourd'hui du sentiment de terreur. Je me suis demandé ce que la voisine avait bien pu mettre dans cette poupée. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Isabelle a guéri, probablement, mais cette expérience m'a laissé une profonde méfiance. Histoire 3. Le voisin violent et la confrontation. L'année dernière, après une première année heureuse à vivre seul dans un nouvel appartement, un homme a emménagé à côté. L'agencement est crucial. Mon balcon et le sien ne sont que partiellement séparés par un mur et il y a un espace de 60 cm par lequel on peut facilement passer de l'un à l'autre. La première fois que j'ai rencontré ce nouveau voisin, appelons-le Antoine, il s'est présenté rapidement et était extrêmement bavard. Il avait environ 33 ans, grand, mince et musclé. Les premières semaines, nous nous croisions fréquemment et il engageait toujours la conversation. Une nuit, environ 3 mois après l'emménagement d'Antoine, mon petit ami était à la maison et nous avons entendu des bruits de coups contre le mur que nous partageons. Puis, les voisins se sont mis à crier. On pouvait entendre des objets être lancés et du verre se briser. Mon petit ami est allé sur le balcon et a crié « Tout va bien là-dedans, Antoine ?» La fille a ouvert la porte-fenêtre et a dit « Désolé pour ça ». Je me suis réveillé vers 3 heures du matin avec d'autres cris. Le matin, j'ai appris le décès d'un ami et les événements de la nuit sont passés au second plan. Environ 2 semaines plus tard, j'étais sur mon balcon quand, soudain, Antoine m'a touché l'épaule. Il avait déjà franchi une ligne en venant de mon côté du balcon. Il m'a demandé où trouver de la marijuana. Puis, il a avoué avec un sourire qu'il avait heurté et éraflé ma voiture la nuit précédente parce qu'il était très ivre. J'ai refusé de lui donner mon numéro pour l'assurance et j'ai dit que je préférais qu'il me paie en espèces. Je suis descendu plus tard pour constater les dégâts, 2 longues éraflures sur la portière du conducteur. Le lendemain, j'étais seul à la maison quand j'ai entendu de forts coups à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu la police. J'ai ouvert la porte et me suis retrouvé face à 6 officiers, armes au poing. L'un d'eux a dit « Madame, vous n'avez rien à craindre. Nous devons vous parler de votre voisin. » Ils m'ont dit qu'Antoine était un mauvais garçon, qui avait si gravement agressé sa petite amie la veille qu'elle était maintenant en soins intensifs. Ils ont ajouté qu'Antoine avait une arme et s'était barricadé dans son appartement et qu'il devait utiliser mon balcon. Ils m'ont demandé d'aller dans ma chambre et d'éteindre les lumières. Les 45 minutes suivantes ont été une torture, à entendre des cris et des objets être jetés. Finalement, l'officier principal m'a dit qu'Antoine avait été arrêté. Environ 5 jours plus tard, Antoine est réapparu. Il a essayé de m'approcher, mais je l'ai évité. Un soir, il m'a arrêté sur le parking, me suppliant de lui dire pourquoi j'avais laissé entrer la police. Puis il m'a offert 3 000 € pour témoigner en sa faveur. J'étais paralysé et j'ai réussi à m'échapper. La veille de son procès, j'ai trouvé une note sur ma porte-fenêtre avec son numéro et les mots « Je compte sur vous ». Je ne me suis jamais présenté. J'ai appelé la police pour les informer qu'il était venu sur mon balcon, mais ils n'ont jamais donné suite. Je ne l'ai plus jamais revu. Histoire 4. Le faux chauffeur de VTC. C'est arrivé il y a environ 1 an. J'étais dans l'appartement d'un ami dans un quartier très dangereux de Marseille. Dans une suite de mauvaises décisions, j'ai décidé de me saouler. Vers 4 heures du matin, mon cerveau embrumé a décidé que je devais rentrer chez moi. Le bâtiment où vit mon ami avait 2 entrées. Je suis sorti par la porte d'entrée qui donnait sur la rue et se fermait automatiquement, alors que mon VTC était sur le point d'arriver. En y repensant, je réalise que j'avais l'air d'une cible vulnérable. Je suis une petite femme d'une 20aine d'années et je tenais à peine debout. J'étais appuyé contre un lampadaire. Peu de temps après être sorti, une berline noire s'est arrêtée au bord du trottoir et a commencé à baisser ses vitres. Je me suis approché. Avant même que l'homme ne parle, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il avait une expression qui semblait me déshabiller du regard. En gros, il a grogné « Je suis ton chauffeur de VTC ». C'était le 2e signal d'alarme.
Normalement, les chauffeurs disent votre nom. Je l'ai regardé, puis j'ai demandé « Quel est mon nom ?» Il s'est immédiatement mis en colère et a commencé à crier qu'il n'avait pas le temps pour ça et que je devais simplement monter dans la voiture. J'étais complètement terrifié. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation et j'ai réalisé qu'elle ne correspondait pas. Courir n'était pas une option. Il aurait pu facilement me rattraper ou peut-être était-il armé. Les portes de l'immeuble étaient fermées et je n'avais pas les clés. Si je criais, personne ne viendrait m'aider. On parle beaucoup de combattre ou de fuir, mais je me sentais incapable de faire l'un ou l'autre. Juste au moment où il semblait sur le point de sortir de la voiture, une autre berline noire s'est arrêtée juste derrière la sienne. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation aussi vite que j'ai pu et j'ai réalisé que c'était mon vrai VTC. J'ai couru vers la voiture, je me suis jeté à l'intérieur et j'ai crié à mon vrai chauffeur « Quel est mon nom ?» Le pauvre homme semblait terrifié, mais il a rapidement répondu mon nom, ce à quoi j'ai dit « Sortez-moi d'ici, cet homme essaie de m'enlever ». Il a réagi incroyablement vite et a démarré en trombe. Il a été vraiment un être humain incroyable et m'a raccompagné jusqu'à la porte de mon appartement. Histoire 5. La vengeance de l'esprit. Je m'appelle Romain et ce que je vais raconter est arrivé à ma mère dans les années 90. Ma mère, que j'appellerai Caroline, vivait dans une impasse du quartier de Belleville, à Paris. À cette époque, elle était mariée à son premier mari, Paul, avec qui elle a eu mon frère Damien. Il y avait un voisin nommé Bruno. Il semblait être une personne joyeuse, mais chez lui, il était un véritable démon pour sa femme, Louise. Ils se disputaient constamment et Bruno n'hésitait pas à la frapper. De la maison de ma mère, qui était en face, on pouvait tout entendre. L'une des pires choses que ma mère a vues, c'est quand Louise, enceinte, a été frappée au ventre par Bruno. Après un autre épisode de violence, Louise a finalement eu le courage de se séparer de Bruno. Il est allé vivre sur son lieu de travail. Louise est restée seule avec ses 3 enfants, mais a fait face à de graves problèmes financiers. Elle a laissé les enfants avec sa mère en Provence et est revenue à Paris où elle a rencontré Théo, avec qui elle a commencé à vivre. Détail important, Théo était le cousin de Bruno, mais Louise ne le savait pas. Une voisine est allée le raconter à Bruno en inventant que Théo maltraitait ses enfants. Bruno, furieux, a commencé à envoyer des messages de menaces à Louise. Un jour, ma mère, Paul, mon frère Damien et Bruno étaient dans un bar. Bruno détaillait comment il allait tuer Théo. Cette nuit-là, au lieu d'aller dormir, Bruno est resté à son travail, buvant de plus en plus et répétant « Je vais tuer ce type ». Vers 1h de l'après-midi, Bruno est apparu dans l'impasse avec un couteau à la main et a appelé Théo. Dès qu'il l'a vu, il a couru dans sa direction. Théo a essayé de s'enfuir, mais a glissé et est tombé. Bruno s'est jeté sur lui avec le couteau. Soudain, Yves, un autre voisin, est arrivé avec une arme à la main. Yves a appelé Bruno par son nom et a tiré. La première balle a atteint Bruno au front. Puis, il a tiré 4 autres fois. La fille aînée de Bruno, rentrant de l'école, a vu la scène avec horreur. Exactement 1 semaine plus tard, Caroline a rêvé de Bruno. Dans le rêve, il était assis, la tête basse, serrant ses 3 enfants dans ses bras, avec une expression triste. La nuit suivante, elle a fait le même rêve. La 3e nuit, alors qu'elle s'endormait presque, elle a vu Bruno marcher de long en large dans la chambre. Soudain, il s'est tourné vers elle, s'est approché et lui a touché la côte, un contact qui a complètement glacé la région. Puis, il a simplement disparu. Caroline n'a plus jamais bien dormi jusqu'à ce qu'elle fasse dire une messe pour lui 1 an plus tard. Bruno n'est plus jamais apparu.